Si je résume tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, nous avons un homme à convaincre, le président du CIO, d'organiser un congrès olympique et la signature d'un moratoire. Le congrès, on va dire, de la refondation et le moratoire de Paris, boycotter le boycott. À ce niveau, nous avons un plan B. Un congrès se réunit soit sur décision du président, soit à la demande de la session, c'est-à-dire de l'Assemblée générale. Et vous savez quand est lieu la prochaine session. Pour l'instant, les jours ne sont pas arrêtés, c'est-à-dire aujourd'hui où je vous parle, c'est-à-dire début mars. Mais la prochaine session a lieu en automne, en Inde, dans la ville de Mumbai. Donc, soit on a un homme à convaincre, le président, soit l'ensemble des membres du CIO. Ça, c'est le plan B. Maintenant, j'ai dit que je préférais le titre, le nom de Congrès de la refondation pour 3 raisons. Première raison, l'efficacité du vaccin est garantie. Deuxième raison, la rechute est pratiquement improbable. Et troisième raison, cela permet la fertilisation de l'idéal olympique. Cette fertilisation est favorisée. Donc pour ces 3 raisons, je préconise le congrès de la refondation. Maintenant, pour l'administration de ce vaccin, de ce principe numéro 2 du vaccin, favoriser la maturité du mouvement olympique, comment faire? Avec le recul, je vous dirais que c'est assez simple et ce n'est que du bon sens. Passe avec le recul. Maintenant, je vais vous montrer. Et pour vous le montrer, on va partir sur des constats évidents. Le CIO laisse à chaque fédération internationale le soin de gérer son sport, son évolution et l'organisation des compétitions. Ça, c'est la responsabilité de chaque fédération, que le CIO laisse à chaque fédération. Le CIO laisse aussi à chaque comité national olympique le soin de promouvoir l'esprit olympique dans chacune des régions. Donc les 212 comités nationaux olympiques qui vont participer à Paris s'occupent de promouvoir l'esprit olympique dans chacune des régions et d'autre part d'inscrire les athlètes de leur pays à la participation des Jeux de Paris. Et enfin, le CIO laisse à chaque ville organisatrice toute la latitude maximale pour organiser des Jeux super. Mais pour ces 3 délégations, aux fédérations internationales, aux comités nationaux, à la ville organisatrice, le CIO reste simplement et pleinement le gardien et le garant des principes. Donc, l'idée de base pour l'administration de ce vaccin est la suivante. Le CIO a aujourd'hui des partenaires économiques. Pourquoi n'aurait-il pas un partenaire moral? Un partenaire économique pour apporter de l'argent, un partenaire moral pour favoriser l'élévation morale. Pourquoi pas? Pour bien mesurer l'enjeu et l'impact de ce partenaire, je vais ici faire une analogie. Le CIO est une organisation non gouvernementale comme il en existe de nombreuses, et une de ces organisations non gouvernementales est le Rotary International. Si on fait un parallèle entre la vie de Pierre de Coubertin et de Paul Harris, le fondateur du Rotary International, je peux vous dire qu'il y a de nombreuses similitudes. Dans les années 85, le Rotary International a décidé, avec d'autres partenaires du corps médical, d'éradiquer la polio sur le monde. Aujourd'hui, la polio a complètement disparu, à part 1 ou 2 cas. Donc la polio a disparu. Et pour atteindre cet objectif, vous savez combien de gamins
le Rotary International avec ses partenaires a vacciné 2,5 milliards. C'est-à-dire que chaque gamin de 2,5 milliards a reçu soit une piqûre, soit une dose dans la bouche de son vaccin. Chacun de ces 2,5 milliards. Face à ça, bon, personnellement, et je ne sais pas vous, la seule chose que j'ai à dire, c'est respect. Et c'est une mission, une action de ce type qui doit nous inspirer pour ce partenaire moral. Action de ce type. La population de la planète comprend 8 milliards d'habitants. Les organisateurs du COJO Paris 2024 nous disent qu'il va y avoir pratiquement 4 milliards de téléspectateurs. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé le nombre de licenciés sportifs qu'il y avait sur la planète. J'ai simplement trouvé parmi les fédérations que la Fédération internationale de volley affirmait qu'elle avait 350 millions de pratiquants, qu'elle avait 35 millions de pratiquants, de licenciés carrément, répartis dans les 212 fédérations nationales. Si on extrapole un peu entre toutes les fédérations olympiques, on peut dire bon an mal an qu'il y a sur la Terre 1 milliard de licenciés. C'est-à-dire que nous sommes 1 milliard à pratiquer dans un club et appartenir au mouvement olympique. Et c'est à chacun de ce milliard de licenciés que cette mesure du partenariat moral s'adresse. C'est chacun de ce milliard de licenciés qui doit s'imprégner de l'esprit sportif. C'est chaque personne sur ce milliard qui doit s'imprégner, qui doit comprendre ce qu'est réellement l'olympisme. Je vous ai dit que c'était un moyen d'éducation basé sur un trépied, le sport, les arts, les lettres, et qui visait l'élévation morale pour construire une cité idéale, l'Altis, constituée par une chevalerie humaine. Et cette chevalerie humaine s'appuie sur un concept de Coubertin qui est l'eurythmie, c'est-à-dire sur quelque chose d'harmonieux qui unit le muscle et la réflexion, le calme et la passion, l'ambition et la modestie. La chevalerie humaine associe ces trois couples. C'est chacun de ces licenciés sur le milliard qui doit désirer appartenir à cette chevalerie humaine. Vous imaginez maintenant si un habitant sur 8 sur la planète connaît cette chevalerie, désire y accéder, est-ce que l'humanité dans toute sa noblesse n'avance pas? Donc voici quel est l'enjeu, le vrai enjeu. Il est formidable comme enjeu. Vous pouvez me dire, une fois le moment de stupeur passé, vous pouvez me dire, ouais c'est bien beau mais tu fais comment? Concrètement, comment on fait? Alors on va voir les missions et le mode de fonctionnement de ce partenaire moral. Pour moi, ça passe d'une part par la désignation dans chacune des structures d'un correspondant moral. Donc, dans toutes les structures du CIO, ça veut dire dans toutes les fédérations internationales, les fédérations nationales, les comités régionaux, les comités départementaux, et y compris les clubs. Ça passe par, au niveau du CIO, au niveau des comités nationaux olympiques, des CROS et des CDOS. À tous les niveaux, un partenaire moral, un correspondant. Du coup, toute la planète olympique sur la Terre serait maillée par cette structuration de partenaire moral partout.
Donc désignation d'un partenaire moral, d'un correspondant. Deuxièmement, parmi les caractéristiques de ce correspondant, il convient que la sensibilité spirituelle ou morale de ce correspondant soit celle qui correspond au pays sur lequel il est. Ça peut être un chrétien, ça peut être un musulman, ça peut être un juif, un bouddhiste, peu importe. Et la sensibilité de ce correspondant correspond à celle du pays, et il a l'obligation évidemment de travailler avec les autres sensibilités qu'il y a dans son pays. Les missions de ce promoteur de l'esprit sportif, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, donc promoteur de l'esprit sportif et ses missions locales seraient les suivantes. Faire remonter toutes les initiatives de l'esprit sportif, être une force de proposition, être un relais des suggestions pour les inscrire dans le quotidien des clubs et des sports dont il a la charge. Et évidemment, pour tous ces correspondants, il y aurait un site internet, un organisme de formation, des newsletters, et tous les réseaux sociaux. Ainsi, on aurait un réseau planétaire actif, une banque de données accessible à tous, mais aussi des conseils d'experts, en plus d'une banque de données. Et nous aurions aussi la possibilité d'organiser, il y aurait aussi la possibilité d'organiser des rencontres et des journées de formation. À titre personnel, pour l'avoir vécu, je suis demandeur d'une formation à ce niveau-là sur un sujet que j'ai vécu 4 fois, mais c'est 4 fois de trop. Imaginez que vous êtes confronté à la mort d'un jeune dans une équipe sportive. Vous faites comment? Je peux vous dire que c'est lourd. Parce que, déjà, c'est pas dans la logique de la vie. Ensuite, quand vous êtes éducateur, vous faites de la coéducation avec les parents. Et dans cette coéducation, vous devez intégrer le fait que tous les parents, que vous avez en arrière-plan un écuménisme spirituel, c'est-à-dire que vous avez des parents qui sont chrétiens, d'autres qui sont musulmans, d'autres qui peuvent être juifs, d'autres qui peuvent être bouddhistes, d'autres qui peuvent être athées. Et quand vous faites de la coéducation, vous devez respecter la sensibilité de chacun de ses parents et apporter une plus-value qui respecte cette spécificité, qui réconforte le gamin, le jeune, et qui réconforte l'équipe aussi. Et face à ça, il n'y a strictement rien sur la planète aujourd'hui. Donc voici par exemple une formation qui pourrait être mise, mais il y en a tout un ensemble d'autres. Donc, je viens de présenter la mission et le fonctionnement. Il ne reste plus qu'à trouver le partenaire. Mais un partenariat, ça se signe, et une fois que c'est signé, ça se met en œuvre. Donc, ça veut dire que ce partenaire pourrait être acteur, dès les Jeux de Paris 2024. Alors, dès 2024, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il y a, me semble-t-il, 2 mesures choc phares qui pourraient avoir lieu sur les Jeux de Paris 2024, sans que cela touche en rien le travail, tout le travail, toutes les énergies, tous les efforts que fait le COJO pour la réussite. Il y aurait 2 mesures phares en plus. Première mesure phare, ça serait le rétablissement de la veille d'armes, et le deuxième, le lancement d'une Olympiade de l'éthique. Je m'explique. Rétablissement de la veille d'armes. Dans les Jeux de l'Antiquité, la veille des Jeux, tous les athlètes allaient au temple de Zeus, puisque les Jeux olympiques de l'Antiquité étaient consacrés au dieu Zeus, et juraient de respecter les règlements. Dans les Jeux de l'ère moderne, en 1896, à Athènes, la veille, il y a eu une messe pour tous les compétiteurs qui a été célébrée par le père Didon, un dominicain, qui a été un grand promoteur du sport et qui est même le père de la devise des Jeux Olympiques, Citius, Fortius, Altius.
Je vous avais dit qu'en 1900 et en 1904, il n'y avait pas de cérémonie d'ouverture, et en plus le père Didon est mort en 1900. Donc, cette initiative est tombée à l'eau. Donc pour moi, il faut un retour aux sources, c'est-à-dire la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, c'est-à-dire le 25 juillet et le 27 août, il faut que tous les acteurs, c'est-à-dire les compétiteurs, les entraîneurs, les dirigeants, les bénévoles, tous, aillent se recueillir dans un lieu qui leur correspond pour préparer le fait de vivre un moment fort de leur existence. Donc comme ça, nous, ce qui fait qu'on pourrait avoir les chrétiens dans les différentes églises de Paris, à moins que Notre-Dame de Paris soit accessible. Il y aurait les musulmans à la grande mosquée de Paris, les juifs à la grande synagogue, les bouddhistes à la grande pagode, et tous les humanistes dans les différents temples. Donc voilà donc, pour moi, rétablissement d'une veillée d'armes la veille. Deuxième mesure, lancement d'une Olympiade de l'éthique de Paris à Los Angeles. Imaginons que le congrès de la refondation a eu lieu. Il y a tout un ensemble de mesures qui ont été prises avec une date butoir pour leur concrétisation. Donc pourquoi ne pas réunir toutes ces mesures prises avec la date butoir sous l'appellation Olympiade de l'éthique de Paris à Los Angeles. Enfin, je vois ce qui peut empêcher une telle mise en œuvre de ces deux mesures pour Paris 2024. Maintenant, il reste à trouver le partenaire. Qui ? Quel partenaire ? Quelle personne sollicitée ? Parmi les rares candidats susceptibles de répondre au présent et d'assumer cette mission, il y en a un seul qui se détache à l'évidence, le Vatican. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Vatican a son propre ministre des Sports, Monseigneur Melchor Sánchez de Toca, un Espagnol. Il est ministre des Sports. Enfin, il n'a pas le titre, ça ne s'appelle pas ministre au Vatican, mais il est en charge du... Il y a un département qui s'occupe de la culture et du sport, et lui est en charge du sport. Donc c'est le ministre des Sports. Et c'est lui qui traite avec toutes les institutions sportives internationales. Je ne sais pas si vous le savez aussi, mais en 2019, le Vatican a créé sa première fédération sportive en athlétisme, Atletica Vaticana. Et il envisage d'ouvrir 5 ou 6 fédérations pour se constituer un comité national olympique et adhérer au CIO. Je ne sais pas si vous le savez enfin, mais le CIO et le Vatican entretiennent d'excellentes relations. Pour vous le montrer, je vais simplement laisser la parole aux principaux intéressés. Alors ici, je vais faire une précision. Je sais que souvent, quand on sort une phrase de son contexte, c'est mal interprété, c'est mal perçu. Donc si, par hasard, je déformais la pensée des auteurs, je leur présente humblement et respectueusement mes excuses. Ceci étant, que dit le Vatican ? Donc voici un interview, voici, si vous permettez, je vais lire, voici ce que dit M. Melchor Sánchez de Toca, Monseigneur, sur le site France. Je vous lis. Comment le CIO accueille-t-il votre projet de création d'un comité national olympique ? Réponse. Nos rapports avec le CIO sont excellents. Nous avons des échanges constants, mais nous voudrions donner plus de stabilité à ces relations dans la perspective de la création d'un comité olympique du Vatican. Question. Que recherchez-vous auprès du mouvement sportif international ? Monseigneur Melchor Sánchez de Toca, je crois qu'il est devenu important de créer des relations entre les communautés religieuses et les grandes organisations sportives. Il n'est pas question de faire du prosélytisme, mais nous voulons servir les hommes et les femmes de notre temps. Il vaudrait mieux travailler ensemble.
Le sport peut aider les communautés religieuses à combattre les pathologies de la religion, dont le fondamentalisme. Dans l'autre sens, la religion peut aider le monde du sport en lui apportant des vitamines éthiques et morales. Je relis. Dans l'autre sens, la religion peut aider le monde du sport en lui apportant des vitamines éthiques et morales. Question, vous pensez qu'il en a aujourd'hui grand besoin? Monseigneur Melchor Sanchez de Toca. Le sport professionnel est devenu une industrie et un énorme marché. Nous devons en tenir compte. Les gens sont très attirés par le spectacle du sport. Cela veut dire que le sport touche quelque chose de profond chez l'individu. Mais il faut aider cette industrie à se doter d'un code de régulation éthique en mettant toujours la personne au centre du sport. Le sport doit être un moyen, pas une fin. Une voie extérieure au monde du sport, comme celle de l'Église, peut aider à repositionner les valeurs fondamentales du sport. Ça, c'est ce que dit le Vatican. On va continuer par le CIO. Sur les sites officiels du CIO et sur le site officiel du Vatican, on apprend que le 29 et le 30 septembre 2022, c'est-à-dire il n'y a même pas 5 mois, pile, a eu lieu au Vatican un sommet intitulé le Sommet international sur le sport. Sommet international sur le sport. À cette occasion, Sa Sainteté le Pape François, Monsieur le Président du CIO, Thomas Bach, et d'autres responsables ont signé une déclaration commune. Et voici ce que M. Thomas Bach déclare dans sa conclusion. Cette conférence est la preuve que cette volonté commune de paix existe aujourd'hui. C'est pourquoi, dans cet esprit olympique de paix et de solidarité, je tends la main du mouvement olympique aux personnes de toute confession pour qu'elles travaillent ensemble à l'édification d'un monde meilleur grâce au sport. Un monde de solidarité et de paix. Voici ce qu'ils disent. Donc, il semble que le Vatican et le CIO soient sur la même longueur d'onde. Il semble que le principe actif numéro 2 du vaccin ne soit que la concrétisation de leur volonté commune. Si le président du CIO, M. Thomas Bach, et si M. Emmanuel Macron, président de la France, fille aînée de l'Église, demandent à Sa Sainteté le Pape François que le Vatican coordonne cette mission de partenaire moral pour la promotion de cette chevalerie olympique, je ne vois pas quel obstacle peut s'y opposer. Et je ne vois pas ce qui empêcherait la signature de ce partenariat dans les prochains mois. Signature qui pourrait être entérinée lors de la session à l'automne, et partenariat qui serait effectif dès Paris 2024. Et ainsi, le souhait du Vatican d'être présent lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 pourrait devenir une réalité, sur un rôle bien précis, identifié par tout le monde. C'est-à-dire que le deuxième principe actif du vaccin, c'est que ce n'est qu'une simple mise en forme concrète des souhaits et de la vision commune que partagent le CIO et le Vatican. C'est que ça. C'est un simple passage à l'acte d'un souhait. Si je le dis autrement, que le CIO ose affirmer son identité, sa raison d'être, et il voguera vers la maturité. N'est-ce pas en définitive la démarche habituelle de tout adolescent, quand il finit par oser s'affirmer, affirmer son identité et voguer vers sa maturité. Si je le dis encore d'une autre manière, toute personne mûre
qui fait un constat sur son adolescence, elle s'aperçoit que les délires, les errements assumés ont laissé la place à un pas ferme et souple vers la conquête de la réalisation de soi. Pourquoi en serait-il autrement avec le CIO? Après l'adolescence et la maturité, pour se réaliser. Dernier point. Précédemment, dans la vidéo précédente, j'ai dit qu'une lame de fond traversait et balayait toute l'humanité, et qu'il était impérieux d'en connaître les caractéristiques et de les épouser sous peine d'être balayés comme des fétus de paille. Parmi ces caractéristiques de cette lame de fond, en voici une. Dans le processus de l'évolution, et évolution avec un grand E, un E majuscule. Savez-vous ce qui nous survit? Savez-vous ce que nous transmettons aux nouvelles générations? Ce que nous allons leur laisser? Savez-vous ce dont elles vont se souvenir de nous? Nos arrière-petits-enfants? Savez-vous ce qui reste par-delà la formule sic transit gloria mundi? Par-delà ainsi passe la gloire du monde? C'est précisément notre raison d'être, notre essence. Et ceci est autant valable pour les structures que pour les personnes. L'évolution, avec un grand E, nous invite tous et toutes à être pleinement nous-mêmes, à aller au bout de notre potentiel. Ça, c'est ce que nous demande l'évolution. L'évolution nous invite à être pleinement nous-mêmes. La vie nous dit, la vie nous pousse. La vie me dit, te dit, nous dit à tous, soyez pleinement vous-même. Et elle le dit aussi à toutes les structures et au CIO. Je crois qu'il y a là quelque chose qui doit nous réjouir et nous permettre d'envisager l'avenir avec un regard radieux, me semble-t-il. Enfin, méditez-le, mais je crois que ces forces d'évolution sont fabuleuses. Malgré les crises actuelles que l'on traverse et que l'on ne comprend pas, la lame de fond, c'est celle de la vie. Et je viens de vous donner un simple point de ce qu'elle nous apporte. Comment conclure maintenant cette série de vidéos sur le boycott? J'ai 3 choses à dire. Première chose, donc, je vous pose, sur tout ce que j'ai dit, mes 4 questions rituelles. Est-ce utopique? Est-ce irréaliste? Est-ce irresponsable? Est-ce irréalisable? Est-ce que le congrès de la refondation, le moratoire de Paris, c'est pas possible? Partenaire moral, est-ce que c'est pas possible? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais préciser que je me suis appuyé pour tout ce que je viens de vous dire sur 3 points. D'abord, je me suis appuyé sur ce que m'ont toujours appris mes éducateurs sportifs. Ils m'ont toujours dit, la difficulté c'est un carrefour, où tu prends la route de l'opportunité ou de la fatalité, il te faut choisir. Et la vie, c'est que ça. Donc, déjà, merci à eux. Je me suis ensuite appuyé sur ce que je demande en permanence aux sportifs avec lesquels je collabore. Je leur demande d'inventer le quotidien de demain. Je leur demande d'être fiers de leur prestation, c'est-à-dire de commencer le match la tête haute et de la finir la tête encore plus haute. Fier de toi, pas de regret. Sur le match que je viens de livrer face à l'adversaire boycott, je dirais que je n'ai pas de regret. Je dirais qu'aujourd'hui,
je ne peux pas faire plus, j'ai fait le maximum. Et je dirais que si je n'appartenais pas à la confrérie des égaux endormis, je dirais que je suis fier de mon match. Mais être fier du match ne veut pas dire que je sois entendu. Mais bon, j'ai fait le maximum. Être entendu, c'est autre chose. Ça ne dépend pas de moi. Dernier point dans ce qui m'a inspiré, je me suis appuyé sur la devise de notre papy à tous, Pierre de Coubertin, ou de notre arrière-papy si vous voulez, à tous, Pierre de Coubertin, devise qui est « voir loin, parler franc, agir ferme ». Voir loin, parler franc, agir ferme. J'ai dit que j'avais 3 choses à dire. Dernière chose. Avant de vous décider, de nous décider, avant que chacun d'entre nous se décide, vaccin ou pas vaccin, je nous suggère de mettre sur les plateaux de la balance, d'un côté, le boycott, la pollution de la fête du printemps humain, la pollution de Paris, et la prise en otage de la jeunesse de la planète. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, je vous demande de mettre dans ce plateau la grandeur et la noblesse de notre mission planétaire, l'idéal olympique. D'un côté, ça, de l'autre, ça. À chacun d'entre nous de choisir. Je vous remercie.